Alors bonjour à tous, bienvenue pour ces premiers modules des systèmes d'information géographique appliqués à la gestion des municipalités. Donc ce module est le premier des deux qui seront plus théoriques concernant les différences entre SIG et logiciel CAO et les systèmes de référence. Les modules suivants donc seront plus pratiques. Donc il faut savoir que la plupart des conseils municipaux stockent leurs données dans des logiciels CAO actuellement. Donc l'objectif va être de voir comment travailler entre CAO et SIG et comment exporter les données entre ces deux types de logiciels. Donc d'abord, qu'est-ce qu'un logiciel CAO? Donc il s'agit d'un quelque chose qui est appelé conception assistée par ordinateur. Il s'agit donc de l'utilisation de systèmes informatiques pour concevoir des courbes et des formes dans un espace 2D ou des courbes, surfaces et polygones dans des espaces en 3D. Les outils de dessin en 2D sont basés sur des entités géométriques comme des points, des lignes, des arcs ou des polygones qui sont utilisés pour travailler sur des interfaces graphiques. Ensuite, d'autres surfaces seront incluses dans les espaces 3D. Alors concernant les fichiers les plus communs dans les CAO, donc on va avoir des fichiers assez basiques comme les DXF ou les DWG. Ensuite, on va avoir des éléments donc comme les lignes, les textes, les points ou les parcelles. Et il va y avoir des possibilités au niveau de l'édition, donc par exemple la digitalisation, le parallélisme, l'extension ou la réduction de certains éléments. Concernant les propriétés des CAO, donc là vous avez l'explication de comment marche un CAO. Donc avec cette illustration, vous voyez en fait qu'on a donc des routes, on a des bâtiments, donc ça représente clairement une ville. Et on a sur la gauche les différentes couches qui se rapportent donc à la carte avec les différentes informations. Donc chaque information est contenue dans une différente couche et il peut y avoir plus ou moins d'informations stockées dans chaque couche. Ensuite, qu'est-ce qu'un SIG? Donc un SIG qui signifie système d'information géographique peut être défini comme un ensemble de matériel, logiciels, données, méthodes et personnes. Son but consiste donc en la gestion, l'analyse et l'affichage d'informations référencées géographiquement. Les SIG permettent de visualiser, comprendre et découvrir des relations spatiales entre des données géographiques sous forme de cartes, graphiques, rapports, ce qui permet de faciliter la prise de décision. Donc pour faire simple, un SIG, ça va permettre de représenter une donnée géographique sous une forme finalement assez simple, donc la plus courante c'est la carte. Donc l'idée, voilà, c'est vraiment la simplification de la représentation de données. Concernant donc les éléments que peut représenter un logiciel SIG, donc il va y avoir des positionnements avec des coordonnées géographiques, des quantités avec des populations, des densités, donc là on pense forcément à la densité de population, des distances ou des évolutions de changement entre des éléments. Il existe donc deux types de données avec des SIG. Donc on va avoir la première qui est le vecteur, ce que vous avez en haut à gauche, et le raster, ce que vous avez en bas. Donc vous avez sur la droite de la diapositive un élément où il y a marqué Real World, ce qui signifie monde réel. Donc avec une couche vecteur, on va pouvoir représenter ce monde réel de façon assez simple en utilisant trois types d'entités, donc qui sont les lignes, les points et les polygones. Donc les chemins vont être représentés par des lignes, path en anglais. Les arbres, tree en anglais, vont être représentés par des points, et les maisons, house en anglais, vont être représentées par des polygones. Donc finalement, ça va permettre de représenter des données assez simplement. Concernant le raster, donc là il s'agit d'images constituées de pixels. Donc là, ça va permettre plus de représenter, comme vous le voyez à gauche de la diapositive, des altitudes ou des usages territoriaux. Donc les propriétés de ces deux types de couches. Donc pour les vecteurs, certains SIG utilisent des fichiers vecteurs pour la description d'objets géographiques. Le format des fichiers et les outils sont similaires à ceux des applications CAO. Donc comme je l'ai dit, ça va être le système finalement, le type de couche le plus simple à utiliser, car ça va représenter finalement des données de manière assez simple, avec uniquement trois types d'entités, donc encore une fois ligne, point et polygone. Concernant le raster, donc les fonctionnalités sont basées sur des formats graphiques bitmap. L'espace est divisé en une grille ou une matrice régulière composée de petites cellules, donc les pixels. Chaque cellule a une valeur numérique qui représente sa valeur thématique. Donc un exemple de format raster va être une image de télédétection, remote sensing en anglais. Ensuite, encore une fois, concernant les propriétés de CSIG, donc un projet est composé d'une cartographie venant de sources différentes. Donc il y a deux types de sources, il y a les couches locales et les couches à distance.
Alors les couches locales, donc la plus courante va être le format SHP, donc shapefile. Ça va permettre finalement d'utiliser une couche qui a été récupérée la plupart du temps sur Internet et de la traiter directement dans le logiciel SIG. Donc on peut ouvrir cette couche dans le logiciel, avoir les propriétés et après effectuer plusieurs types de traitements, mais finalement de façon assez simple et les fonctionnalités restent assez limitées, même si on peut quand même effectuer pas mal d'opérations. Concernant les couches à distance, donc là il va s'agir par exemple de bases de données géospatiales PostGIS, de WebMap Service, de fichiers OpenStreetMap. Et finalement, en fait, il s'agit de récupérer des données sur Internet, de récupérer des sources cartographiques et de les traiter à distance sur le logiciel SIG. Donc là, l'avantage d'utiliser des couches à distance, ça va être qu'on va être moins limité sur les opérations à effectuer et qu'on va pouvoir voilà, donc effectuer beaucoup plus d'opérations différentes. Alors ici, sur cette diapositive, on peut différencier les différentes sources et informations qu'on peut exporter avec une couche à distance. Donc là, on va avoir une orthophoto. Donc ça va être la base de la carte. Donc là, il s'agit donc d'un fichier raster, car on peut voir un petit peu, on peut les deviner parce que la transparence a été augmentée sur cette carte-là, mais on peut deviner les bâtiments, le port, les routes, etc. Et on va avoir donc le cadastre. Donc c'est ce qu'on a en fait en bas à droite de la diapositive. Donc ça montre qu'en fait avec un WebMap Service, donc WMS, on peut importer pas mal de données différentes et effectuer beaucoup d'opérations sur ces données. Ici on voit donc un fichier, la base d'un fichier d'un projet SIG pardon, sur la suite GVC. Donc le Project Manager qui est le gestionnaire de projet va permettre d'ouvrir différents types de travaux. Donc ça peut être des cartes, ça peut être des tableaux, ça peut être des graphiques. Et ça montre donc qu'avec la suite GVSig, on peut effectuer différents types de travaux. Quand on ouvre un fichier sur GVSig, donc on peut ouvrir un fichier shapefile, donc .shp. Il faut savoir que le fichier shapefile est toujours accompagné d'un fichier SHX, PRJ, DBF, etc. Mais on le verra sur une diapositive suivante. Alors au niveau des vecteurs, donc il s'agit du format le plus commun qui est le shapefile, donc c'est celui qu'on utilise le plus souvent sur des logiciels SIG. Donc comme je l'ai dit, c'est constitué de 3 éléments, les points, les lignes et les polygones. Il faut savoir que normalement chaque fichier inclut uniquement un type d'information, des lignes, des parcelles, des polygones, etc. L'information alphanumérique associée, le propriétaire, la zone, les coordonnées et la date de création. Donc il y a toujours ces informations qui sont contenues dans un fichier shapefile. Donc ce que vous pouvez voir à droite de la diapositive, c'est qu'en bas on a le monde réel et qu'avec un fichier vecteur, finalement, ça va être représenté avec des lignes, des points et des polygones. Donc par exemple, les polygones vont servir à représenter les bâtiments, les lignes vont servir à représenter les routes, voire les fleuves, et avec les points, on va pouvoir par exemple représenter tout ce qui est les arbres, peut-être les maisons situées dans les lotissements, etc. Donc il s'agit, comme je l'ai dit, du format le plus commun qui est le fichier shapefile. Il faut savoir qu'un fichier shapefile est formé de différents fichiers. Donc il y a le .shp qui est le stockage même de l'entité géométrique, le .shx qui est le stockage de l'index des entités géométriques, le .dbf, donc là il s'agit de la base de données en format database où les informations des attributs et des objets sont stockés. Donc si vous voulez, dans un fichier shapefile, il va y avoir l'entité géométrique, celle qu'on va traiter sur le logiciel SIG, et il va également y avoir toutes les informations relatives à cette entité. Donc, par exemple, si c'est un fichier qui représente les bâtiments de la ville de Paris, et bien pour chaque bâtiment, on va avoir, par exemple, ses coordonnées géographiques, le nombre d'étages, le nombre d'habitants qui occupent cet immeuble, etc. Il faut savoir aussi que d'autres fichiers peuvent être trouvés, mais de manière plus occasionnelle. Donc, il y a le .prj qui est un système de coordonnées en format WKT. Ensuite, il y a les index spatiaux des entités qui sont SBN, FBX, etc. Voilà, on peut trouver beaucoup d'autres types de fichiers dans un shapefile. Ça dépend un peu de la complexité du fichier. Plus il y a d'informations contenues et plus on va avoir d'extensions différentes. Au niveau de l'édition pour les fichiers vecteurs, donc il y a l'édition graphique.
Donc là, on va avoir les opérations qui concernent la digitalisation, l'extension, la réduction, l'édition alphanumérique, donc ajouter des nouveaux champs à la table attributaire, ajouter des informations automatiquement comme la zone, le périmètre, la longueur, etc. Création de nouveaux shapefiles à partir de géométrie dérivée, donc en effectuant une opération finalement de sélection sur un fichier shapefile, on va pouvoir créer un autre fichier du même type à partir de ce fichier de base. Le geoprocessing, donc créer des zones tampons, fusionner, intersecter, différencier, etc. On va pouvoir créer des heatmaps, donc les cartes de chaleur. Donc là, par exemple, ça va être pour représenter quelque chose de très basique, par exemple les quantités de précipitations enregistrées dans certaines régions. Donc, par exemple, plus la carte va tendre vers le rouge, plus il y aura eu de précipitations, et plus ça va tendre vers les couleurs froides comme le bleu, moins il y en aura eu. Il y a aussi également la possibilité de créer de nouveaux modèles digitaux. Voilà, donc là on a les informations contenues dans un fichier DWG ou DXF. Donc pour un fichier de ce type, on a accès finalement à ce type d'infos qui sont assez basiques. Donc on aura voilà, la table d'attributs qui va concerner donc l'identification, le type de vecteur, par exemple pour voir latitude, l'épaisseur, etc. Donc pour l'information d'un shapefile, on aura accès à comme j'ai dit, différentes informations. Pour cette carte, donc vous avez la carte de la France à droite, c'est assez simple finalement là dans ce cas-là, avec la table d'attributs, on aura accès au nom de la région et au code de la région. Là vous avez la carte des nouvelles régions représentée sous forme cartographique. C'est assez important de savoir comment utiliser de façon basique un fichier shapefile. Donc il faut savoir qu'en ouvrant la table d'attributs, on peut effectuer des sélections en fonction donc des différents attributs. Donc par exemple sur la carte de France que j'ai représentée précédemment, si je veux par exemple faire apparaître la région Rhône-Alpes, il me suffit d'aller dans la table d'attributs, de lancer donc une requête. Donc quand on utilise l'onglet sélection par attribut, il suffit donc de sélectionner voilà, dans l'onglet région le nom de la région. Et donc après, dans les propositions, sélectionner Rhône-Alpes. Donc il suffit donc de créer la requête nom région égale Rhône-Alpes pour avoir, donc vous l'avez en jaune là, qui apparaît, la région Rhône-Alpes. Concernant les rasters maintenant, donc il faut savoir que ce modèle est basé sur une grille comme j'ai dit précédemment, sur une grille de cellules pixels qui représente le monde réel. Donc là, on va être beaucoup plus précis sur la représentation, en tout cas visuelle, du monde réel. Une image raster stocke une valeur numérique pour chaque pixel. Le modèle raster est utilisé majoritairement pour représenter des caractéristiques comme l'attitude, la température ou les images aériennes ou satellites. Alors là, on a un graphique finalement qui représente comment va apparaître une entité en fonction d'utilisation d'un modèle raster ou vecteur. Donc là, sur la colonne de gauche, vous avez le type de modèle raster. Sur la colonne de droite, vous avez le modèle vecteur. Et au milieu, vous avez ce qu'on veut représenter. Donc par exemple, si vous prenez la troisième ligne, vous avez une forêt. Donc avec un modèle raster, ça va apparaître comme vous l'avez à gauche, un espèce d'ensemble de pixels, alors qu'avec le modèle vecteur, ça va être représenté grâce à des points qui vont être reliés entre eux par des lignes. Donc c'est comme ça qu'on va faire apparaître une forêt. Par exemple, pour la ligne qu'on doit représenter sur la deuxième ligne, on va voir donc avec le modèle raster, ça va être une espèce de ligne formée par des pixels, alors qu'avec le vecteur, ça va être une ligne finalement formée avec des points reliés entre eux par des entités lignées. Concernant donc les rasters, c'est possible donc d'effectuer des géoréférencements avec les images raster utilisées, de créer des nouveaux modèles digitaux, d'effectuer également une vectorisation, donc de transformer un modèle raster en vecteur, utiliser des tables de couleurs et des gestionnaires de groupes. Là, vous avez donc un exemple de fichier raster. Donc là, c'est un travail qui a été effectué avec une orthophoto de San Francisco. Donc finalement, en fait, un raster, ça va être traiter une donnée géographique avec finalement une image qui est constituée de pixels.
Maintenant, je vais aborder un peu la suite GVC, donc qui a été mise en place par l'association GVC Association. Donc GVC Suite, c'est constitué de trois différents types de produits. Donc il y a GVC Desktop, GVC Online et GVC Mobile. Donc le premier, c'est GVC Desktop. Donc là, ça va être finalement euh, créer des opérations sur différentes vues, donc comprendre différentes cartes, des tableaux, effectuer certains types d'édition, effectuer des geoprocessing sur les fichiers raster et vecteurs, importer des services web, donc WMS, Street View, OpenStreetMap, etc. Créer des cartes thématiques et effectuer des travaux sur des environnements 3D. Donc GVC Desktop, ça va se présenter comme ça, comme ce que vous avez sur cette diapositive. Donc finalement, pour ceux qui ont déjà utilisé QGIS et ArcGIS, c'est quelque chose d'assez similaire. Donc il est possible de représenter des cartes dans des environnements qu'on va appeler des vues. Donc ce que vous avez en bas à droite, donc là on a une carte de l'Andalousie. On va pouvoir donc représenter la table attributaire de ces cartes. Donc c'est ce que vous avez en bas à gauche. Ensuite en haut à gauche, on va avoir des graphiques. Donc là, ça va être voilà, les précipitations en fonction des villes d'Andalousie. Et enfin, on va pouvoir exporter ces cartes sur voilà, ce qu'on appelle éditeurs d'impression. Donc on va pouvoir voilà, créer une nouvelle carte avec une légende, avec un titre, une flèche qui représente le nord, etc. Pour GVC Mobile, donc pour le moment, il faut savoir que c'est une application qui est disponible uniquement sur Android, donc pas encore pour App Store. Donc ça va permettre donc le capture de données assez facile directement à partir d'un téléphone. C'est recommandé pour effectuer donc des inventaires, des recensements, des inspections des projets sur le terrain. On va pouvoir effectivement aussi créer des opérations d'édition et il y a la possibilité donc de créer de nouvelles formes. Là, vous avez donc une capture d'écran de différentes couches contenues dans GVSync Mobile. Donc au final, c'est un peu le même principe que GVSync Desktop, mais de façon assez simplifiée pour pouvoir être utilisé sur un téléphone portable. GVSync Online, donc il faut savoir que voilà, c'est le troisième produit mis en place par GVSync Association. C'est une plateforme qui est réservée aux IDS, donc les infrastructures de données spatiales. Alors ça, on le verra dans dans un des modules suivants. Et qui est aussi réservé au SIG en open source, donc en source finalement comprendre en accès libre. GVSync Online donc, permet de partager des informations géographiques sur le cloud et de créer des cartes et des applications 2D et 3D assez facilement. Et il est possible de connecter donc GVSync Online avec GVSync Desktop et GVSync Mobile, avec donc en utilisant un compte qu'on peut utiliser sur les trois produits. Là, vous avez une capture d'écran de ce qu'on peut faire sur GVSync Online. Alors, il s'agit donc du profil GVSync Online du commune espagnol. Donc là, ça permet voilà, de créer encore une fois des différentes opérations sur une couche cartographique. L'avantage de GVSync Online, c'est que ça peut être effectué sur Internet, mais partagé avec GVSync Desktop ou GVSync Mobile. Ensuite, il y a l'application GVSync Roads. Alors GVSync Roads, c'est une solution intégrale qui permet la gestion des infrastructures routières intégrées avec les caractéristiques des IDS. Donc il s'agit aussi d'une application mobile du même type que GVSync Mobile. Et ça permet la gestion du flux de travail, donc surveillance des routes, création des rapports, incluant des données par exemple relatives à l'économie, ou la gestion des inventaires. Là vous avez une capture d'écran sur un format tablette, enfin iPad de GVSync Roads. Voilà, donc si vous êtes intéressé, si ça vous intéresse donc d'acquérir GVSync Online, GVSync Desktop, GVSync Mobile, il suffit donc de contacter l'entreprise GVSync Association en envoyant un mail donc à l'adresse que vous avez sur cette diapositive. Donc merci de votre attention pour ce module et donc à bientôt pour le prochain.